Bonjour à tous, je m'appelle Christophe Carré, j'exerce l'activité de médiateur professionnel, d'auteur et de conférencier. Aujourd'hui, je vous pose une question qui intéressera sans doute un très grand nombre de parents. Est-il, à votre avis, acceptable ou non de manipuler ses propres enfants ? Mais avant, je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne en cliquant juste ici ou sur le rectangle rouge en bas à gauche de votre écran. La vidéo se mettra en pause le temps que vous fassiez cette opération. Si vous voulez être tenu informé des prochaines vidéos que je suis en train de vous préparer sur des sujets qui me passionnent vraiment énormément, n'hésitez pas, c'est gratuit. Pensez aussi à liker si vous avez aimé cette vidéo juste ici. Écrire et monter une vidéo, c'est du travail et ça fait du bien de se sentir soutenu. Maintenant, revenons à nos moutons. Peut-on manipuler ses propres enfants ? À quelques exceptions près, je suis sûr que vous pensez que cette question n'a pas lieu d'être. Manipuler ses enfants ? Mon Dieu, quelle horreur! Comment une telle chose est-elle possible ? À moins d'être un mauvais parent, un pervers, une personne perfide ou maltraitante, il paraît insensé de commettre une chose aussi odieuse. En tout cas, pour un parent normalement constitué. C'est bien cela que vous pensez, n'est-ce pas ? Il faut dire que nous avons généralement de la manipulation une vision négative qui nous est transmise par les médias et de certains idéalistes qui rêvent d'une communication transparente entre les gens. Bien sûr, cela n'existe pas. Pour eux, manipuler, c'est mal, c'est déloyal, c'est immoral. Quand on manipule quelqu'un, c'est forcément malveillant, destructeur, et ça ne peut servir que des intérêts personnels. Alors, si vous le voulez bien, commençons par nous mettre d'accord sur les mots. Qu'est-ce que la manipulation ? Les psychologues sociaux s'intéressent à la question depuis plus de 50 ans, bientôt un siècle même, et ils donnent en gros cette définition. La manipulation, c'est faire en sorte que quelqu'un dise, fasse ou pense quelque chose qu'il n'aurait pas fait, dit ou pensé sans que j'intervienne. Et, c'est important, tout en laissant croire à cette personne qu'elle a agi dans la plus totale liberté, de son plein gré. C'est d'ailleurs ce qui fait la force de son engagement. Vous voyez qu'il n'est pas question dans cette définition de savoir si la manipulation c'est bien ou c'est mal. Je voudrais que vous compreniez une chose. La manipulation est un outil. Comme tous les outils, elle peut être utilisée à bon escient ou bien de façon dangereuse. C'est comme un couteau. Je peux partager le gâteau d'anniversaire de ma petite sœur Lily ou bien vous le planter dans le cœur et vous tuer. Le couteau reste un couteau. C'est l'usage que j'en fais qui le rend dangereux ou pas. Eh bien, voyez-vous, c'est la même chose avec la manipulation. Il faut savoir que parents et enfants se manipulent d'ailleurs déjà sans en avoir conscience. Si vous dites « quand tu n'es pas sage, maman est très triste », qu'est-ce que c'est ? De la manipulation. Ou encore « fais-moi plaisir ». Va essuyer les fesses de ta petite sœur. Fais-moi plaisir, qu'est-ce que c'est ? De la manipulation. Parfois même, le message est paradoxal. C'est bien, mon fils, d'avoir bon cœur, mais ne prête pas tes jeux à tes copains. Ils vont te les casser. C'est encore et toujours de la manipulation. Les enfants, eux aussi, manipulent leurs parents, et cela depuis leur plus jeune âge. À votre avis, que fait le bébé qui pleure pour être consolé dans les bras ? Il manipule ses parents. Que pratique la jeune fille qui participe exceptionnellement aux travaux ménagers avant de demander l'autorisation d'aller à un concert le soir même avec des copains? Encore de la manipulation. Dans certaines familles, la manipulation est quotidienne. Et souvent, elle est utilisée comme un moyen de se débarrasser des problèmes. Mais à côté du marchandage, du chantage, de la culpabilisation et d'autres méthodes du même tonneau, il existe des pratiques qui, je vous l'assure, sont beaucoup plus douces et moins dévastatrices. Voyez-vous, je suis
personnellement absolument convaincu que l'on peut aussi manipuler les gens et les enfants pour de nobles causes, de façon consciente, avec bienveillance, non pas pour servir ses propres intérêts ou pour évacuer les problèmes, mais parce que c'est la stratégie la plus rapide et la plus efficace pour obtenir de l'enfant qu'il change, et cela dans le bon sens. C'est d'ailleurs ce que j'appelle de la manipulation positive. Vous savez, il y a des moments où l'enfant se bute, il refuse tout, il ment, il désobéit, il se met en colère. Et dans ces situations-là, il ne sert absolument à rien d'essayer de lui expliquer, de lui faire comprendre les choses, de le supplier, de crier, de le menacer, de le frapper, de le punir, de l'amadouer, avec une récompense par exemple. Parce que tout ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ce que l'on obtient sous la contrainte fait systématiquement échouer le changement. Et ce changement qu'on voudrait voir apparaître chez l'enfant s'envole en fumée. C'est le grand paradoxe, voyez-vous, de l'éducation que tous les parents rencontrent tôt ou tard. Plus on veut obtenir quelque chose de l'enfant, plus on s'acharne après lui, plus on obtient exactement le contraire. Vous connaissez sans doute ça. Alors, comment faire et que faire? Je vais vous donner 3 exemples pour illustrer ce que je propose dans ma méthode. Le premier exemple, c'est ce qu'on appelle en psychologie sociale l'illusion du libre choix. Il y a des choses sur lesquelles un parent ne doit pas négocier avec l'enfant. L'hygiène, par exemple. Un enfant ne doit pas avoir le choix de se laver ou pas. Il doit évidemment se laver de façon régulière, c'est non négociable. Mais si vous exigez de l'enfant qu'il aille se laver maintenant, tout de suite, parce que vous l'avez décidé et que c'est comme ça, exécution, vous lui imposez, à mon avis, une contrainte inutile qui risque de produire précisément les effets contraires à ce que vous recherchez. À quoi bon vouloir systématiquement exercer votre domination et montrer que vous êtes le plus fort? Éduquer un enfant, ça n'est pas, à mon avis, être en guerre permanente contre lui. Votre enfant est comme vous. Il n'aime pas particulièrement les contraintes. Alors, au lieu d'exiger qu'il aille à la douche, séance tenante, parce que c'est vous le chef, agissez de façon plus rusée. Dites-lui, par exemple, « Préfères-tu te doucher maintenant ou plutôt après le repas ?» En agissant de cette manière, vous ne lui imposez pas brutalement les choses et vous lui donnez le choix. Non pas de se laver ou de ne pas se laver, mais de le faire maintenant ou un peu plus tard. Il a une petite marge de liberté. Et vous verrez qu'avec cette marge de liberté, il sera beaucoup plus disposé à vous écouter. Alors, où est le problème? Le deuxième exemple s'appelle le sabotage bienveillant. Parfois, voyez-vous, il peut être utile de se montrer plus faible et moins compétent aux yeux de l'enfant qu'on ne l'est réellement. Il n'y a pas de honte à ça. Un parent est un humain comme les autres. Il a aussi ses faiblesses. Il n'est pas Terminator. Et un enfant est parfaitement en mesure de comprendre ça. Abandonnons notre obsession de la perfection. Voyons comment fonctionne le sabotage bienveillant. Imaginez que votre fils a un problème de mathématiques et que, comme d'habitude, il attend que vous lui mâchiez le travail et que vous lui donniez la bonne solution, la bonne réponse. Eh bien, vous allez adopter volontairement une position d'impuissance en lui disant, par exemple, « Je suis perdu, je ne comprends rien à l'énoncé de ce problème. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ?» En procédant de cette façon, vous placez votre fils en position de supériorité par rapport à vous. Vous l'incitez à vous prendre en charge et par conséquent à réfléchir lui-même au problème et à trouver la solution par ses propres moyens. Cette manipulation vous paraît-elle absolument odieuse? Êtes-vous un mauvais parent parce que vous pratiquez de cette façon? Je ne suis pas certain. Passons maintenant au troisième exemple qui décrit la technique du « un peu vaut mieux que rien ». Vous souhaitez que votre enfant vous aide à préparer une soupe de légumes. Il n'y a rien d'anormal dans le fait qu'un enfant participe aux tâches ménagères et donne un petit coup de main à la maison. Mais
Si vous lui dites de but en blanc « Viens m'aider à éplucher les légumes, je veux faire une soupe », il est probable qu'il renacle en vous disant par exemple qu'il a noir de devoir à terminer ou un mal de tête qui ne le lâche pas depuis plusieurs heures. Mais si vous lui dites « Viens m'aider à préparer les légumes pour faire la soupe », même si tu n'épluches qu'une seule pomme de terre, cela me rendra toujours service. Il y a de fortes chances qu'à ce moment-là, pour que l'enfant accepte de vous aider, parce que vous lui demandez peu de choses. Un peu vaut mieux que rien. Il épluchera un légume, voire deux, peut-être trois, dans la mesure où ces épluchages supplémentaires sont comme des cadeaux qu'il choisit librement de vous faire. Alors, bonne soupe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez constater que ces pratiques sont loin d'être dangereuses. Et vous verrez à l'usage qu'elles fonctionnent parfaitement bien. Le format de ces vidéos est certes un peu court, mais j'espère quand même avoir ouvert une petite lucarne dans votre façon de voir les choses. J'espère également vous avoir convaincu que la carotte et le bâton sont des stratégies un peu rétrogrades qui ne fonctionnent qu'à court terme et qui risquent de transformer vos enfants en individus soumis et dociles ou en rebelles violents. Si ce que vous faites habituellement ne marche pas vraiment, alors je n'ai qu'un conseil, faites autrement. Voilà, je vous souhaite bon vent, à très bientôt.